ça a fonctionné, puis là, de ce coup, ça a bugué, je sais pas. C'est Span qui parlait sur la clinique de la moelle bien sûr. Non, c'est pas la Non, mais déjà, il faut retirer la caméra parce que là, les gens viennent chez toi, là. Ah, si, je le sais. Je cherche un peu.
Encore les dents, hein, parce que si ça fait ça. Comment tu as su que c'était pas connecté? On se connecte, on regarde, voilà. C'est bon là? Là, oui. Ouais. Ben, je me mets là-bas alors. Non, Non, parce que là-bas, il n'y a pas de son. Il n'y a pas de micro là. On voit bien là? Là, on voit très bien. Sandrine, c'est bon. C'est bon. Ouais. Tu vas commencer à partir. Mais à quel moment? C'est bon. Ça s'est déconnecté. Je pense que quand tu parlais des Ziwig, Ben, tant mieux alors, c'est le signe du destin. C'est-à-dire, c'est quel diable? Non, c'est plus loin, plus loin. Vas-y. Ziwig, là. Oui. Alors, je peux y aller? Bon, je ne sais pas à quel moment, malheureusement, j'ai été déconnectée. C'était juste pour vous parler de l'endotest pour votre propre gouverne, mais vous saurez ce que c'est, mais vous oubliez pour l'instant parce que ce n'est absolument pas une méthode de dépistage général et pour l'instant, elle n'a pas d'agrément HAS et il faut attendre avant de l'utiliser. Nous passons maintenant au traitement. Il y a plusieurs traitements possibles de l'endométriose. Un traitement hormonal avant tout, qui consiste à la mise en place d'une contraception par œstroprogestative dont le but est de bloquer les sécrétions ovariennes sexuelles et donc d'essayer d'entraîner non seulement une atrophie endométriale utérine, mais également des localisations ectopiques. La contraception peut être aussi par microprogestatif, mais faites attention à celle-là. Si on obtient une aménorrhée, malheureusement, elle laisse persister une hyperœstrogénie relative qui peut être, peut-être pas délétère, mais qui est beaucoup moins efficace que la contraception par œstroprogestatif. Le stérilet au lévonorgestrel, dit type Mirena, qui entraîne une atrophie localisée, donc utérine, les implants à l'étonorgestrel et les agonistes de la LHRH, souvent, de préférence en association à une ADVAC-thérapie. Qu'est-ce que c'est que l'ADVAC-thérapie? C'est l'association au progestatif antigonadotrope d'une œstrogénothérapie minimum pour le confort de la patiente, mais surtout aussi pour les très jeunes adolescents, pour éviter une atrophie avec saignement intempestif qui rendent la vie inconfortable. Donc, le cas particulier du traitement hormonal de l'endométriose douloureuse de l'adolescente, c'est-à-dire de la gamine entre 13 et 16 ans, on va dire. Première intention toujours, les œstroprogestatifs. N'ayez pas peur des œstroprogestatifs dits mini-dosés. Ce n'est pas la peine de privilégier en première intention les microprogestatifs. Pourquoi? Parce qu'il y a une hyperœstrogénie relative qui va vous donner des kystes hormonaux fonctionnels et qui risque d'aller à l'encontre de ce qu'on veut obtenir. En cas d'échec de cette contraception œstroprogestative, prenez l'avis d'un spécialiste pour pouvoir, au lieu de changer votre pilule 10 000 fois, ce qui va malheureusement décourager la patiente et qui sera un échec. Pas d'agoniste de la RHRH en première intention chez l'adolescent. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas entraîner d'ostéoporose ou de décalcification à cet âge-là. Et si malgré tout, sur avis spécialisé, on doit faire des agonistes à la LHRH, c'est jamais avant 16 ans, toujours moins de 12 mois et toujours à cause de ce problème osseux en association avec une ADVAC-thérapie, c'est-à-dire une œstrogénothérapie minimum pendant 20 jours. À côté du traitement hormonal, nous avons les antalgiques et d'autres alternatives thérapeutiques non médicamenteuses. Alors, les antalgiques, bien sûr, il faut éviter les anti-inflammatoires non stéroïdiens au long cours à cause des effets secondaires digestifs, vous l'avez bien compris.
et faire un traitement spécifique de la douleur en cas de douleur d'origine neuropathique, parce que là, ça devient vraiment très compliqué. Les thérapeutiques non médicamenteuses, je ne vais pas insister. Là, j'ai mis des 3 points de suspension parce que tout est valable, hein, l'acupuncture, l'ostéopathie, le yoga, la sophrologie, l'hypnose, tout est valable dès qu'on a un bon résultat. Et les douleurs chroniques doivent faire l'objet d'une évaluation pluridisciplinaire. J'ai fait une diapositive spécifique pour l'hygiène alimentaire parce que vous avez vu tout au début, quand j'ai parlé de l'origine épigénétique très probable de l'endométriose, et bien cette hygiène alimentaire en fait partie. L'HAS en 2017 avait dit dans ses recommandations, qui sont bien faites, hein, sinon à part ça, en cas d'endométriose douloureuse, les données sont insuffisantes pour recommander des régimes alimentaires ou des suppléments vitaminiques. Moi, je me permets, mais ça n'engage que moi, je veux bien le dire, mais en 2022, j'estime que c'est inexact. Pourquoi? Parce qu'on a fait énormément de progrès dans les études, enfin, dans l'épigénétique, premièrement. Ensuite, on a développé l'importance et l'influence des perturbateurs endocriniens, et ça, on ne peut pas le nier. Et dans l'alimentation, surtout l'alimentation des produits industrialisés, il y a énormément dans les conserves et tout ça, des perturbateurs endocriniens, des pesticides, et qui influencent beaucoup la santé et donc cette maladie qu'est l'endométriose, qui est quand même hormonodépendante, en tout cas en grande partie. Si vous voulez des publications, je peux vous les donner après, je vais pas m'étendre, mais ceux qui travaillent dessus, ce ne sont pas entre guillemets, des pieds nickelés. Les thérapeutiques d'avenir, alors d'avenir très lointain, pour l'instant en tout cas, ce sont les agents immunomodulateurs, les modulateurs des micro-ARN et les traitements à base de cellules souches. Et dans un avenir beaucoup plus proche, on a les SERM, que l'on connaît, nous les gynécos, parce qu'on a essayé de les utiliser il y a quelques années pour la ménopause. Ce sont les sélectifs, donc œstrogène récepteur modulateur, le raloxifène en tête de file. Et les SPRM, les sélectifs progestérone récepteurs modulateurs, avec la mifepristone que nous connaissons, nous, puisque nous l'utilisons dans les interruptions médicales de grossesse, les IVG, c'est un anti-progestérone très puissant, les anti-aromatases utilisés en cancérologie et les anti-TNF-alpha. Alors, je vous ai mis juste ces diapositives, ce n'est pas pour faire savante, c'est juste pour vous montrer pourquoi les anti-aromatases, parce que vous voyez, bon, c'est dommage qu'on n'ait pas le petit truc que je vous le montre, mais il y a entre le gène CYP19A1 et l'œstrone, vous avez une aromatase qui transforme l'androstenedione en œstradiol. Et c'est l'œstradiol qui est efficace, en fait, qui a l'action efficace. Si vous mettez un anti-aromatase, on bloque cette transformation d'œstrone en œstradiol et donc on bloque cet effet œstradiolémique sur les cellules endométriales. Mais pour l'instant, c'est dans un avenir proche. Et puis, c'est réservé à des RCP, on va dire. En conclusion, je dirais que d'abord, il faut arrêter, stop à la psychose. Stop à la psychose. Pourquoi? Parce que s'il est nécessaire de faire énormément d'informations, il n'est pas nécessaire, il est dangereux de faire comprendre qu'il faut faire du dépistage systématique de cette maladie, parce que ce n'est pas une maladie qui a un pronostic vital engagé, même si elle est invalidante, et c'est une maladie qui des fois, comment dirais-je, dont certaines patientes sont porteuses et qui sont totalement asymptomatiques. Et il n'est absolument pas recommandé de faire de dépistage systématique dans la population générale de l'endométriose. D'autre part, il n'y a absolument pas de lien causal avéré entre endométriose et cancer de l'ovaire et endométriose et cancer de l'endomètre. De plus, l'infertilité est loin d'être systématique en cas d'endométriose, donc, même si elle est de 30 à 40%, faut pas non plus exagérer. Par contre, je suis pour la vigilance
l'efficacité, la perspicacité. Et ça, on les obtient par une information éclairée des patients sur tous les points, sur la maladie, sur les alternatives thérapeutiques, sur la description des traitements, la prise en charge chirurgicale, l'orientation adéquate vers des centres spécialisés. On a ici à la MFM, dont je va vous parler, et avoir recours en cas d'infertilité très très facilement à la PMA parce que les réserves ovariennes sont déjà faibles. Il n'est pas question de gaspiller des ovocytes en faisant des stimulations totalement inefficaces et diriger vos patients très rapidement vers la PMA. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Attendez, je vais déconnecter là. Arrêtez le partage. Voilà. On met le micro. Vous avez le numéro là. Ça, on partage là. C'est où là? Voilà. Ok, oui, c'est bon. Vous pouvez accepter ici. Ça va. Vous pouvez fermer. J'enferme ça. Là, cliquez là. Et les autres. Lequel? Ça? Non, le diaporama. Ah, le diaporama, il est ouvert? Il est ouvert. Ok. Vous cliquez sur la salle. C'est au live, ça. Et on ne voit pas. On ne voit pas tout fermé. On refait le partage. Là. Oui. Ça ne reconnaît pas. Allez, venez là. Là, on part là. Oui, là, ça ne le reconnaît pas. Ouais. Alors. Là, c'est Dr. d'Espagne, c'est ça? Oui. Non, parce qu'on peut en connecter à l'autre le temps que les autres y rechargent. Ah ben bon. Voilà. C'est ça. Voilà, c'est ça. On ne peut pas le reconnaître. Ah, le voici. Là, il s'est mis. Oui. Donc, on va le lancer. Donc, moi, je le mets là. Là. Je le lance. Alors. Voilà. Là, c'est ce qu'on voit. Voilà. Donc là, on me voit pas. Là, c'est bon. Voilà. Bonsoir tout le monde. Merci d'être resté à cette heure aussi tardive et de nous pardonner nos déboires techniques. Alors, moi, je vais vous parler de ce que l'on peut voir à l'échographie sur l'endométriose. Tout d'abord, une petite citation de Paul Valéry: tout ce qui est simple est faux, mais tout ce qui ne l'est pas est utilisable. C'est-à-dire que quand vous ne pouvez pas simplifier, ça devient incompréhensible. Donc, on va simplifier au maximum. Il y aura peut-être des erreurs d'approximation, mais ce sera plus facile à comprendre. Alors, il y a un prérequis à tout ça pour parler le même langage en échographie. Il y a, depuis quelques années, il y a plusieurs groupes de multicentriques, donc internationaux, qui se sont penchés sur l'endométriose et l'imagerie de l'endométriose. Vous avez l'IDEA, c'est un groupe donc où vous avez plusieurs Européens, des Français dont le professeur Marc Bazot, vous avez des professeurs aux États-Unis comme le professeur Benacerraf qui est mondialement connu, pour essayer de standardiser en fin de compte les examens et parler le même langage. Parallèlement à ça, vous avez un autre
autre groupe où il y a les mêmes personnes, on peut les retrouver dans ce groupe-là, c'est le MUSA qui a décrit des signes échographiques sur l'adénomyose. Et je vais vous montrer tout ça. On peut voir tous ces éléments-là regroupés dans un très bel ouvrage, là, de ce que j'ai mis à l'écran. Alors, au tout début, un petit rappel anatomique. Donc, comme vous voyez une coupe sagittale en pelvis, vous avez un secteur médian, le compartiment génital, où vous voyez l'utérus, les cul-de-sac vaginaux, le vagin, et vous voyez que le vagin est bordé de part et d'autre d'un secteur antérieur qui est vésical et le secteur postérieur qui est digestif. Tout ça, ça bouge, et la petite flèche blanche là sur l'utérus vous permet de voir que l'utérus coulisse par rapport donc, au rectum et au sigmoïde. Vous avez un secteur donc, qui est antérieur, c'est la vessie et l'urètre, et vous voyez qu'il y a des rapports donc, très étroits donc, entre l'urètre et le vagin. Et vous avez donc le secteur postérieur qui est le compartiment digestif, et vous voyez ici donc le sigmoïde et le rectum. Tout ça est recouvert donc, de péritoine, et la petite flèche en haut, c'est pour rappeler que les liquides donc, à la cavité péritonéale circulent de la droite vers la gauche. C'est pour ça que, par exemple, les ligaments dont tu as parlé tout à l'heure, Christiane d'Hispanie, utérosacrés, on voit plus souvent le gauche atteint que la droite parce que le liquide il circule de droite à gauche dans la cavité péritonéale. Ce qu'a montré tout à l'heure Christiane, l'autoriste, le petit truc bleu que j'ai mis ici, et les deux schémas qu'on vous a affichés tout à l'heure pour voir donc, la topographie donc, de ces ligaments utérosacrés. Et on regarde toujours les reins parce qu'il y a toujours des répercussions donc, sur l'appareil, de rechercher des répercussions sur l'appareil urinaire. Toujours un petit rappel anatomique. Vous vous rappelez tous donc, les différents plans donc, dans l'espace. Vous avez sagittal, c'est comme ça. Transverse, axial ou horizontal, c'est dans l'autre sens. Et frontal, c'est dans ce sens-là. En échographie, on utilise le plan, donc le plan sagittal qu'on utilise avec n'importe quel appareil d'échographie. Et surtout, ce plan-là, le plan coronal ou frontal, que vous pouvez obtenir avec une sonde 3D endovaginale, donc une sonde volumique. Ce plan-là donne énormément de renseignements sur l'adénomiose et l'endométriose. Maintenant, pour comprendre l'iconographie de vos examens, vous avez deux possibilités. Soit vous affichez le malade, la patiente, la tête en bas, ce qui peut être logique, soit vous l'affichez donc la tête vers le haut, et sur des coupes sagittales comme ça, l'avantage, c'est que c'est plus anatomique, et vous pouvez comparer les images d'échographie avec l'IRM, et vous pouvez revoir, quand vous revoyez la patiente, une fois qu'elle a fait l'échographie, qu'elle a fait l'IRM, vous pouvez même refaire l'échographie pour voir ce qu'a pu voir l'IRM que n'a pas pu voir l'écho et confronter ce qu'on a pu voir à l'échographie. Et c'est très enrichissant de faire de cette méthode-là. Encore un petit rappel anatomique sur les positions de l'utérus. Vous pouvez avoir l'utérus comme ceci, antéversé. Il peut être antéversé, antéfléchi, par exemple, suite à une cicatrice, par exemple, césarienne. Il peut être rétroversé et il peut être aussi, comme ici, rétroversé, rétrofléchi. Cette rétroflexion, elle peut être acquise par les lésions d'endométriose qui attirent, en fin de compte, tractent l'utérus vers l'arrière. On peut faire l'échographie par voie abdominale, donc avec une sonde par-dessus le ventre, par voie endovaginale, bien sûr, chez des patients de guillard, vous ne pouvez pas faire cette voie-là. Et le plus important, c'est le respect. Le respect, c'est quoi? C'est de mettre un drap d'examen sur la patiente quand on fait l'examen par voie abdominale et par voie endovaginale. Et le fait de mettre ce drap pour protéger
pour respecter la pudeur de la patiente. Ça met à l'aise la patiente et ça vous permet donc d'examiner en toute confiance la patiente pour un examen qui, quelquefois, risque d'être douloureux si vous touchez donc les lésions endométrioses très sensibles. Autre chose aussi, quand on met la sonde vaginale et quand on va regarder, par exemple, un ovaire, on incline complètement sur le côté la sonde endovaginale. La chose qu'il ne faut pas faire, c'est de passer à la droite, vers la gauche. Ça peut être très, très douloureux, alors que si vous le faites avec délicatesse, vous regardez un tout petit peu la sonde et vous allez de l'autre côté. Tout ça, c'est des petits moyens qui ne sont pas écrits dans les livres. Alors, pour le dépistage de l'endométriose, qui doit faire l'échographie? Un médecin. Il peut être échographiste, il peut être radiologue, il peut être psychologue. Je suis mal placé pour vous dire où, parce que là, il y a un conflit d'intérêts. Donc, ce n'est pas à moi de vous dire où il faut faire l'échographie. Quand on fait l'examen chez une patiente atteinte d'endométriose, l'intérêt de l'échographie, c'est dynamique. Ici, sur les coupes sagittales, ce qu'on recherche, c'est le signe du glissement, le sliding sign. Je vais vous passer deux vidéos. En bas, en haut à droite, vous voyez un utérus normal qui glisse par rapport aux intestins, et l'autre, la petite vidéo qui s'est arrêtée en bas, j'ai du mal à voir dans l'obscurité, excusez-moi, j'ai du mal à... J'essaie de revenir en arrière, mais voilà. On fait un peu de bricolage, mais voilà, super. Vous voyez la vidéo avec donc l'utérus qui est complètement figé et collé à cause donc des lésions du compartiment postérieur suite à l'endométriose, et d'autres qui coulissent normalement. Maintenant, tout à l'heure, je vous ai parlé du MUSA. Le MUSA, donc, c'est un groupement donc, pour décrire les lésions d'adénomiose. Alors, pour décrire les lésions d'adénomiose, un premier signe, c'est l'utérus qui est complètement gonflé, qui est globuleux, qui est une grosse boule. Vous pouvez avoir une asymétrie des parois. Le plus souvent, c'est le mur postérieur qui est plus gros que le mur antérieur. Vous pouvez avoir une interruption de la ligne de jonction, comme sur cette image. Vous pouvez avoir des lésions d'adénomiose focale, donc vous allez avoir des taches blanches comme l'endomètre, mais dans le myome. Et vous pouvez avoir de l'adénomiose striée, vous pouvez avoir le fond de l'utérus strié avec des flamèches, des lésions d'adénomiose qui fusent dans le myomètre, et vous pouvez avoir plein de petits kystes, soit dans le myomètre, soit dans la zone de jonction. Malheureusement, ces kystes-là, décrites donc par le MUSA, elles ne sont que dans le plan sagittal. Donc, ça aurait été intéressant de les faire aussi sur le plan frontal. Voilà l'échographie que ça donne. Vous voyez un utérus normal, la partie antérieure et la partie postérieure ont la même épaisseur. Là, vous avez de l'adénomiose au niveau de la face postérieure. Vous voyez, l'utérus est très gonflé à l'arrière et tout mince devant. Vous pouvez avoir des kystes comme ça au niveau de la zone de jonction. Vous pouvez avoir beaucoup de kystes. Vous pouvez avoir des lésions focales comme ça, comme ici, un adénomium. Et cet adénomium qui, quelquefois, peut se liquéfier et ça donne ce genre d'image. Maintenant, quand vous regardez de l'adénomiose, l'endométriose de l'utérus sur le plan coronal ou frontal, ici, sur une coupe normale, vous voyez, vous avez un petit liseré jaune, brun clair qui entoure la zone qui est blanche, qui est l'endomètre, et vous voyez le fond utérin est bien lisse. Ici, sur une coupe frontale, donc de l'adénomiose, avec un fond utérin complètement irrégulier, avec des kystes, et vous avez des travées sur le côté. Ici, c'est plus subtil, et ça peut se voir qu'en 3D sur les coups frontales comme ça. Vous avez une adénomiose focale au niveau d'une corne utérine. Donc, vous avez plein de petites taches blanches comme ça au niveau d'une corne utérine. Celle-ci, ça montre donc les flamèches qui sortent du fond utérin et qui envahissent donc le myomètre. Vous voyez toutes ces stries comme ça. Celle-là, elle a les deux. Elle a à la fois le fond de
de l'utérus qui est irrégulier et vous avez des taches hyperéchogènes, l'endomètre, dans le myomètre. Et celle-ci, elle apparaît les deux, donc le fond utérin qui est irrégulier avec des flamèches comme ça, et des taches tout autour donc, du fond utérin. Une fois qu'on a vu le comportement génital dans le corps génital, il faut se tourner sur le côté et regarder les ovaires. Donc il faut tester, comme on a testé la mobilité de l'utérus, il faut tester la mobilité de ovarienne. Quelquefois, les ovaires sont collés par l'endométriose et on appelle ça les kystes d'ovaries, donc ils se font des bisous derrière l'utérus. Quand on regarde les ovaires, il faut évaluer la réserve folliculaire. On a un moyen très simple, c'est la machine qui compte pour nous, donc on appuie sur un bouton, on fait un petit volume et la machine, elle vous dit combien de follicules donc sur chaque ovaire, que beaucoup de femmes atteintes d'endométriose sont souvent dans des parcours de PMA. Et une petite réflexion là-dessus, vous voyez, le comptage folliculaire, il vaut mieux le faire à la fin des règles et non pas le premier jour des règles ou le deuxième jour des règles, où la patiente elle est gênée parce qu'elle saigne, la personne qui fait l'examen elle est gênée aussi, vous avez une flaque de sang sur la table d'examen et tout ça c'est totalement stupide alors qu'on peut très très bien le faire. Elle arrive, on lui explique qu'il faut revenir à la fin de ses règles, souvent c'est le 5e jour ou le 7e jour, et le comptage folliculaire sera fait dans des conditions beaucoup plus sympathiques. On va rechercher les endométrioles, donc des kystes endométriosiques qui ont la caractéristique donc, de l'échographie d'avoir un aspect comme ça en verre dépoli. Et on va chercher le nombre d'endométrioles, leur topographie et surtout la taille, s'ils font plus de 4 cm. Une fois qu'on a vu le compartiment génital, donc le compartiment donc, moyen, on va s'intéresser au compartiment antérieur, donc le compartiment urinaire. Ici, je vous montre plusieurs localisations. Donc, là, vers la flèche, vous avez une localisation d'endométriose entre la vessie et l'utérus, mais qui n'envahit pas la vessie. Ici, une autre, et ici, une troisième patiente qui est pareille. Donc, la localisation de l'endométriose est souvent asymptomatique. Elle est dans l'espace vésico-utérin. Là, vous avez d'autres patients où l'endométriose a envahi la vessie et là, elles sont symptomatiques. Donc, souvent, à l'approche des règles, elles ont du sang dans les urines et ce qui souvent motive d'ailleurs elles sont souvent adressées pour ça. Voilà, une autre patiente aussi, vous avez un envahissement de la vessie et celle-ci aussi. Et bien sûr, on regarde toujours les règles. Alors, le compartiment antérieur est accessible aussi par voie abdominale. On peut bien sûr faire de l'échographie, c'est des patientes vierges. Voilà par exemple plusieurs patientes vierges avec donc de l'endométriose au niveau de l'espace vésico-utérin. Vous voyez, 3 patients. Après, dans le compartiment postérieur, c'est un peu plus difficile à voir, mais par exemple, la patiente sur l'écho qui est jaune en bas, elle avait de l'endométriose à la fois donc, dans le compartiment antérieur et dans le compartiment postérieur. Mais les images, bien sûr, sont moins précises parce que vous devez traverser la paroi abdominale, il suffit que la patiente ait un petit peu d'embonpoint, c'est un peu plus difficile. Maintenant, le compartiment postérieur, donc on va s'intéresser donc de bas en haut, du haut rectum, à la sac vaginal postérieur et à l'espace donc entre le sigmoïde et l'utérus. Ici, je vous montre plusieurs nodules vus à l'échographie, celui-là est plus important, celui du bas. Alors, depuis pratiquement 3 semaines, un mois, on essaie de développer avec mon ami Hugues Charpentier un autre qui est la rectosonographie. Quand on suspecte une lésion donc, au niveau de la cloison recto-vaginale ou dans l'espace entre le rectum et le sigmoïde, on met la sonde d'échographie. On demande à la patiente
donc de faire à la fois donc un normacol la veille le soir et un le matin pour avoir le rectum vide. On monte une autre sonde en verre, une toute petite sonde en même temps que la sonde d'échographie. Et voilà ce que ça donne comme image quand on injecte du sérum physiologique. Vous pouvez mieux voir donc, la lésion, l'endométriose au niveau ici du sigmoïde. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas ici la muqueuse digestive et vous pouvez évaluer sa longueur. Et on peut même passer une sonde rectale sur 40 cm donc, et à l'échographie, on voit le bout de la sonde. Imaginez qu'on peut mesurer à quelle distance se trouve la lésion. Et on peut donc opacifier aussi le vagin. Vous voyez par exemple ici, la cloison entre le vessie et le vagin. Très très bien, et on peut imaginer que s'il y a un nodule à cet endroit-là, on peut très très bien le visualiser. Voilà d'autres patients chez qui on a fait des recours. Vous voyez, quand on remplit avec du liquide donc le rectum et le sigmoïde, vous voyez ce genre d'image. Celle-ci aussi, qui avait une photo très étendue, donc, qui faisait, je ne me rappelle plus, de presque 4 cm. Alors, sur le compartiment postérieur, on va s'intéresser aux ligaments hétérosacrés et surtout, on va être guidé par l'examen clinique, comme l'a dit tout à l'heure Christiane. Donc, quand elle envoie, les gynécos envoient des patients, elle dit voilà, j'ai touché un nodule à tel endroit. Là, je suis sûr qu'elle a une forte suspicion là, et c'est ça qui guide notre examen. Ici, vous avez un ligament hétérosacré qui est très investi. Vous pouvez avoir d'autres localisations, Christiane en a parlé tout à l'heure, donc au niveau du nombril, vous voyez ici un nodule bleuté, c'est très facile avec une sonde superficielle de voir ce genre de nodule. Vous pouvez voir ça aussi sur des cicatrices de césarienne ou des cicatrices de cellule. L'acide aussi, cette patiente, c'était inaugural, donc elle avait une acide, et c'était une acide endométriosique. J'en ai d'autres aussi, où il y avait un très important épanchement en pleurs bilatéral qui était accessible à l'échographie. Vous pouvez avoir des localisations aussi. Et voilà tout ce qu'on peut dire sur l'échographie. Et merci pour votre attention et d'avoir résisté jusqu'à cette heure tardive. Et ne partez surtout pas, ça continue. Les batteries sont chargées encore. Alors, on a fait ça, endométriose, donc la main. Allez-y. Allez-y. Bonsoir, donc est-ce que je peux vérifier que ça... D'accord, bonsoir. Eh bien, écoutez, merci d'être là pour cette session d'endométriose qui se déroule à l'URML dans une ambiance feutrée dont l'URML a le secret. Alors, vous connaissez tous l'IRM et vous êtes vigilants à ces contre-indications. Une IRM chez une patiente porteuse d'un pacemaker doit être réalisée au CHU de Fort-de-France. Les implants doivent être référencés par un document fourni par la patiente. La grossesse, qui est rarement en jeu dans les demandes d'IRM d'endométriose, n'est pas une contre-indication absolue. On évite de faire une IRM pendant le premier trimestre de grossesse et l'injection de gadolinium est rare dans cette indication. Donc, ça ne pose pas de problème en pratique. La claustrophobie, bien accompagnée par l'équipe ou par une personne de confiance, est facilement surmontable. À défaut, une médication peut aider. Alors, l'examen d'IRM, vous le savez, est indolore. C'est un examen qui est assez bruyant, qui dure 15 à 30 minutes et qui nécessite une immobilité.
Un jeûne de 3 à 6 heures favorise l'examen puisque ça limite le péristaltisme qui parasite l'image. On disait il y a un certain temps que l'examen devait être pratiqué pendant les règles. Ce n'est plus le cas actuellement. Une préparation digestive orale la veille ou par lavement ou suppositoire 1 à 2 heures avant l'examen est généralement pratiquée. L'opacification du vagin et du rectum est recommandée par certaines équipes. Personnellement, je viens de la PHP de Paris et ce n'était pas la pratique la plus répandue. La vessie doit être semi-pleine, c'est-à-dire que la patiente vide sa vessie pour ne pas être inconfortable. Et puis, elle fournira toutes ces données cliniques. Merci de bien remplir les prescriptions sur vos constatations cliniques pour orienter le regard. Et puis, leurs anciens examens, que ce soit des examens échographiques, IRM, des comptes rendus opératoires ou des données biologiques informatives. L'injection de produits de contraste, on l'a vu, est assez rare. Alors, une petite photo de la Riboisière. J'étais sous les ailes du professeur Rimer. Et déjà à l'époque, on dépistait par l'IRM l'endométriose en 2007. Et comme vous le voyez à l'image, on buvait du planteur dans le service. Tout ceci ne nous empêchait pas d'être très sérieux et de réaliser un bilan très précis de l'endométriose. Parce que c'est une reconnaissance de la maladie pour les patientes et c'est important pour elles. Et ça permet une prise en charge collégiale de la maladie. L'IRM est un examen que l'on peut partager entre confrères, consoeurs et équipes. Ainsi, construire un projet thérapeutique immédiat et au cours de la vie pour les patientes, incluant ou non un projet de grossesse présent ou à venir, et ceci pour toutes les sphères atteintes, gynécologiques, urologiques, digestives, la PMA et les autres secteurs. Alors, on l'a vu, le diagnostic de l'endométriose, comme le précisent les recommandations HAS de 2017, repose sur la clinique, interrogatoire et examen clinique, gynécologique, et l'examen d'imagerie de première intention est l'échographie pelvienne. Alors, si l'échographie est négative et que le diagnostic d'endométriose est fortement suspecté sur la clinique, cela constitue une discordance qui peut amener à faire en deuxième intention une IRM. De la même façon, si la patiente a un projet de grossesse dans un contexte d'infertilité, l'examen d'IRM peut être proposé. Si l'échographie a montré une masse ovarienne indéterminée, on a vu avec le docteur Dispagne la nécessité de bien étudier les kystes supposés être endométriosiques pour éviter les atypies et orienter éventuellement en IRM s'il en existe une. Et puis en cas d'inefficacité de contraception hormonale bien conduite et bien prescrite, l'IRM peut être également proposé. Donc, c'est un examen de deuxième ligne. C'est un examen qui doit être pratiqué, orienté par un clinicien, une clinicienne référente et en général, donc, après une échographie pelvienne. Alors, cette IRM, il est préférable qu'elle soit réalisée par quelqu'un d'expert. Qu'est-ce que c'est qu'être expert? C'est avoir un nombre de patientes hebdomadaires suspectes d'endométriose ou atteintes significatif, au moins 10, d'être en relation avec une équipe de professionnels informés sur la maladie, de suivre des formations continues, notamment par nos sociétés savantes d'imagerie, et puis éventuellement, pour certains d'entre nous, participer à des réunions de concertation multidisciplinaire. Alors, avec ce regard tel que le docteur Zwieten vous l'a précisé, on détecte et on recherche minutieusement tous les sites stipulés en noir sur l'écran, qui sont les sites d'endométriose. Dr Dispagne vous a bien expliqué que l'endométriose pouvait être superficielle, c'est-à-dire des implants péritonéaux qui sont très rarement vus en IRM. C'est donc un faux négatif de l'IRM. Une IRM normale n'exclut pas une endométriose superficielle. Une IRM peut difficilement visualiser des endométrioses superficielles. Elle est égale à l'échographie pour la détection facile des endométriomes ovariens et des atteintes tubaires, qu'il s'agisse d'hydrosalpinx ou d'hématosalpinx endométriosiques.
Elle est surtout indiquée pour la recherche d'une endométriose sous-péritonéale associée, qu'elle soit antérieure, vessie, postérieure, rectum, cul-de-sac de Douglas, ligament utérosacré, cul-de-sac vaginal postérieur, cloison recto-vaginale, torus, ou qu'elle soit plus périphérique et de ce fait inaccessible à l'échographie, c'est-à-dire plus supérieure, donc sur des zones digestives plus hautes, la jonction recto-sigmoïdienne, le sigmoïde, le sécom, l'appendice, qu'elle soit très latérale dans les paramètres, jusqu'à la paroi pelvienne, aux échancrures sciatiques, qu'elle soit dans la paroi abdominale antérieure, les orifices inguinaux. Là, ici, l'échographie peut intervenir toutefois. Et puis, on sait qu'il y a des endométrioses à distance, comme vous l'a dit docteur Dispagne, dans le thorax, sur le diaphragme, et puis à distance, le cerveau, etc. Alors, le compte-rendu doit être minutieux et détailler tous les organes du compartiment pelvien et stipuler s'il existe ou pas à ce niveau des lésions d'endométriose. Sur cet exemple, l'utérus est rétroversé par une traction endométriosique qui s'opère entre la face postérieure de l'utérus et la face antérieure du rectum, avec des implants ici kystiques et ou hémorragiques qui fusionnent ces deux organes et envahissent la paroi rectale antérieure. Vous avez ici le torus, site d'insertion des ligaments utérosacrés. À proximité, le vagin qui n'est pas visible sur cette image. Alors, les performances de l'IRM, quelles sont-elles? On l'a vu, l'IRM ne peut pas éliminer une forme péritonéale superficielle et donc ne peut pas écarter, lorsqu'elle est négative, le diagnostic d'endométriose si les douleurs et la clinique sont typiques. Ces performances sont égales à l'échographie. S'il existe une atypie sur une masse ovarienne en échographie, s'agit-il d'un endométriome? On complète par une IRM pelvienne avec injection le plus souvent. Et lorsqu'une échographie est négative et que la clinique nous évoque une endométriose ou qu'elle est positive et qu'elle montre un endométriome, alors l'IRM recherche une endométriose profonde si celle-ci n'a pas été démontrée par l'échographie. Ceci avec une excellente spécificité et sensibilité supérieure à 90%. Ici, quelques exemples. Un kyste hémorragique qui va persister sur les différents examens dans le temps et qui correspond à un endométriome ovarien dans ce cas, un hématosalpinx gauche. Attention, toutes ces formations objectivées durant la ménopause peuvent être des diagnostics différentiels. Mais l'IRM ne s'arrête pas là, elle recherche une endométriose profonde, c'est-à-dire ces lésions fibreuses adhérentes ici qui envahissent la paroi antérieure du rectum, qui symphyse le Douglas, qui infiltre le torus. Ici, ce petit spot sur le cul-de-sac vaginal postérieur, ici le vagin n'a pas été opacifié, mais on voit très bien, et ici cette lésion qui occulte le Douglas. D'autres images, donc les premières images étaient de 2005 à Paris. L'imagerie n'a pas changé, mais nous sommes ici en Martinique en mars 2022 et nous voyons des lésions semblables, similaires, qui tractent les ovaires vers le torus et qui attirent et infiltrent la paroi rectale antérieure sur une hauteur assez étendue qu'il faudra bien chiffrer et désigner aux chirurgiens pour les interventions si elles sont nécessaires. Voici d'autres exemples qui vous remontrent l'exhaustivité des lésions à détecter. Ici, une atteinte du récessus, j'ai un trou vésico-utérin, pardon, vésico-utérin qui infiltre massivement la vessie, et ici une lésion hémorragique du cul-de-sac vaginal postérieur affrontée en miroir à celle du rectum. Ici, une atteinte urétérale proche du méa, que l'on pouvait déjà voir en échographie, mais l'IRM est plus facile en staff pour décider de la thérapeutique. Un spot implanté sur le diaphragme sur cette dernière image. D'autres examens, bien sûr, puisque l'IRM ne peut pas tout, notamment lorsqu'il y a un bilan digestif à faire, urinaire. La célioscopie peut être maintenue, puisque l'IRM a fait diminuer les indications de célioscopie, puisqu'elle a supplanté cet examen pour le diagnostic associé à la clinique, mais en cas de fertilité ou de bilan d'imagerie négatif, elle peut rester prescrite, et puis tous les examens pour la PMA.
Quelles sont les perspectives? Eh bien, nous disposons désormais en Martinique d'un réseau de diagnostic et de soignants avertis ou experts, soucieux d'une qualité constante en Martinique, et vous le savez, ce n'est pas facile, surtout actuellement. Nous sommes motivés à parfaire l'offre de soins, chirurgie, PMA, imagerie, et ce, adossés à des centres experts avec lesquels échanger facilement. Et nous demeurons en attente des données de recherche localement. Bref, l'endométriose reste une maladie qui porte ses espoirs et une bataille continue pour améliorer nos pratiques. Je vous remercie. Alors, docteur Chevalier, lequel vous prenez Parcours de soins. Parcours de soins. Voilà, docteur. Alors, bonsoir, je suis le docteur Chevalier. Je vais vous présenter au travers de ce diaporama le parcours de soins adopté pour les patientes endométriosiques ou en tout cas suspectes d'endométriose en Martinique. Donc, pour que les patientes puissent avoir une consultation dans notre centre expert d'endométriose à la MFME, il existe finalement 3 filières, avec d'abord la filière des urgences, la médecine de ville ou encore la plateforme EndoZiWic. Pour ce qui est des urgences, donc ça va être des patientes qui vont consulter à la MFME aux urgences, soit pour des crises douloureuses, des ménorrhagies ou bien des métroragies. Et le gynécologue de garde, s'il suspecte une endométriose avec un interrogatoire, un examen physique ou une échographie de débrouillage qui l'amène à suspecter le diagnostic, dans ce cas-là, il va amener la patiente à l'IRM ou en tout cas lui prescrire une IRM et ensuite l'orienter vers nous pour une consultation. Ça représente environ 15% de notre consultation endométriose à la MFME. L'autre filière, ça va être la médecine de ville. Donc, ça va être des patientes suivies par le médecin traitant ou le gynécologue qui va les adresser vers nous, soit parce que les patientes sont en échec thérapeutique, ils persistent des symptômes malgré les traitements mis en place, ou bien elles présentent un endométriome symptomatique ou de plus de 4 cm, car là, c'est une indication à une chirurgie, on va y revenir tout à l'heure, ou bien elles posent le problème d'une infertilité, ou encore s'il persiste un doute diagnostique. Dans ce cas-là, il faut nous orienter les patientes vers nous. Ça, pour moi, ces genres de consultations, les patients qui viennent de ville, ça représente environ 60% des consultations. Et enfin, la troisième filière, c'est avec la plateforme EndoZiWic. Donc, c'est une plateforme sur Internet qui permet aux patients de faire leur dossier, de mettre tous leurs antécédents, leurs symptômes, mais aussi tous les examens qu'elles ont faits. Et ça va permettre de faire un score de probabilité endométriose et surtout, nous, de nous adresser le dossier si elles nous mettent en attaché. Moi, je suis référencée sur cette plateforme et ça permet aux patients de nous référencer en tant que médecin sur leur dossier. Et ainsi, je peux avoir accès à leur dossier sur la plateforme et leur communiquer un rendez-vous. Ça représente environ 25% de ma consultation. Pour ce qui est des patientes donc, en ville que vous, médecins traitants et gynécologues, vous voyez, si vous suspectez une endométriose, parce qu'à l'examen physique, comme a dit Dr Dispagne, vous avez des signes qui orientent vers une endométriose, tels qu'un nodule ombilical, les lésions bleutées au niveau du col ou du vagin, des nodules au toucher vaginal ou au toucher rectal sur la face antérieure du rectum, eh bien, dans ce cas-là, la première chose à mettre, c'est d'emblée un traitement hormonal. Et ne pas forcément s'acharner à vouloir faire le diagnostic d'endométriose dès lors que les patientes sont soulagées avec le traitement hormonal. Parce que finalement, ça va être une source d'anxiété pour les patientes, alors qu'on le sait, finalement, leur symptôme n'est pas forcément corrélé à la gravité de la maladie. Donc, ne pas s'acharner si sous traitement hormonal, elles ne sont plus symptomatiques. Dans ce cas-là, on ne va pas plus loin. Pour les traitements, Dr Dispagne l'a bien dit tout à l'heure, en première intention, ce sont les pilules œstroprogestatives ou bien alors aussi le stérilet aux hormones, le Mirena.
Associé à ça, on va mettre bien sûr des antalgiques, alors les anti-inflammatoires, hein, parce que finalement, l'endométriose, c'est une maladie inflammatoire, et ça va être surtout ces AINS qui vont être aussi efficaces sur les crises douloureuses, associées à d'autres antalgiques. Si par contre les patientes ne sont pas soulagées par ce premier traitement hormonal, là il y a une indication à faire les examens paracliniques, à savoir l'échographie pelvienne dans un premier temps, hein, qui permet déjà d'éliminer d'autres diagnostics ou d'orienter vers l'endométriose, et après on fera donc l'IRM pelvienne pour avoir un peu plus de précision, savoir s'il y a des endométriomes. S'ils font plus de 4 cm, dans ce cas-là, on s'oriente vers un traitement chirurgical, ou s'il y a une endométriose pelvienne profonde, il faudra orienter les patientes vers notre équipe pour voir s'il n'y a pas une indication effectivement aussi à opérer. Si l'endométriose n'est pas confirmée, hein, comme le disait Dr Merlin, on ne voit pas forcément les endométrioses superficielles à l'IRM. Dans ce cas-là, il faut aussi nous orienter les patientes parce qu'on peut être amené à faire une célioscopie exploratrice pour faire le diagnostic et soigner les patientes. Nous, une fois qu'on a reçu les patientes, qu'elles nous sont adressées, donc on les reçoit en consultation, on refait l'examen, l'interrogatoire, on va relire les images avec les radiologues de la MFME pour ensuite discuter du dossier en RCP. On se réunit tous les mois et afin de proposer la meilleure prise en charge pour les patientes. De là, ensuite, soit on pourra poursuivre la prise en charge à la MFME s'il y a une chirurgie qui est indiquée, ou bien si les patientes ont un désir de grossesse et posent problème d'une infertilité, on les orientera vers la PMA, ou bien aussi on continuera de suivre les patientes pour celles pour qui on doit adapter le traitement. Pour les autres, on les réorientera en ville si, si le suivi peut se faire là-bas. Quelques mots pour la place de la chirurgie. Alors, les indications générales, ça va être pour des patientes pour qui les traitements hormonaux n'ont pas marché, ou bien alors chez qui ces traitements sont contre-indiqués. S'il persiste un doute diagnostique, bien sûr, hein, devant une masse annexielle, des fois, il y a toujours un doute. Et il vaut mieux aller réséquer cette masse et avoir de l'histologie. Bien sûr, dès lors qu'il y a des nodules d'endométriose qui sont responsables d'une occlusion digestive ou bien des voies urinaires, là, les traitements ne vont pas suffire, enfin, les traitements médicaux ne vont pas suffire, il faut intervenir. De même pour les endométriomes de plus de 4 cm, parce qu'il y a un risque de torsion des annexes et aussi s'ils sont symptomatiques. Bien sûr, cette chirurgie sera à discuter avec les souhaits de la patiente, hein, et ses objectifs, parce que c'est une chirurgie morbide à risque, avec des risques de résection digestive, de stomie. Même si elle est temporaire, ce risque est présent, et pour certaines patientes, ce n'est pas envisageable, sachant que ce sont des patientes jeunes, actives, pour la plupart professionnellement, socialement, et pour qui c'est difficile à admettre, de pouvoir avoir une poche. Donc ça, c'est à discuter avec la patiente en fonction de ses objectifs. Aussi, si elle avait pour principal objectif d'avoir une grossesse, en fonction de son âge, bien sûr, on va plutôt s'orienter d'abord vers la PMA avant d'envisager la chirurgie, mais des fois, on n'a pas le choix. Tout ça, les gestes qui seront faits lors de la chirurgie, on les décide en préopératoire, bien sûr, en fonction des examens qu'on a, mais c'est surtout en péropératoire, en fonction des lésions observées, qu'on va pouvoir faire une stratégie chirurgicale et décider de ce qu'on va faire. Donc, ça peut aller de la simple libération d'organes à la résection de petites lésions isolées, voire à la résection d'organes tels que l'utérus, les annexes, les voies urinaires, le tube digestif. Et à la MFME, on fait cette chirurgie grâce au robot qui nous permet d'avoir vraiment une très bonne vision et précision, et de préserver aussi les nerfs pour certaines patientes. Ou sinon aussi, on peut très bien faire par célioscopie. C'est la voie d'abord recommandée pour le moment. Pour ce qui est d'adresser les patientes à notre consultation, voici les informations qui vous sont utiles. Il existe un numéro WhatsApp, c'est les 0696 61 96 96. Donc ça fonctionne par WhatsApp. Il faut envoyer un message en disant que vous avez une patiente avec ses coordonnées à nous adresser. Et dans ce cas-là, la secrétaire s'occupera de vous adresser, d'adresser à la patiente un rendez-vous. Il y a aussi le mail secconsulte, attention, il y a 2 C, c'est pour secrétariat consulte, .gynécochir@chumartinique.fr. C'est le même secrétariat, et pareil, comme ça, vous pouvez adresser les patientes avec les documents en pièces jointes à cette adresse mail afin qu'on leur communique un rendez-vous.
ou encore mon adresse mail ludivine.chevalier@chumartinique.fr. Pour toute question, j'y répondrai avec plaisir. On va passer le deuxième diaporama. Non. Dessus. Aujourd'hui, voilà. Voilà, maintenant je vais vous parler un petit peu de notre centre d'expertise endométriose qu'on a créé à la MFME. Donc voici un petit peu l'équipe. Donc on est 3 chirurgiens, 2 chirurgiens gynécologues avec docteur Mehdi Jean Laurent qui est le chef de service, docteur Sarah Lise et moi-même qui suis chirurgien viscéral. On a aussi une équipe de gynécologues médicaux. Donc pour les temps pleins, on a docteur Alice Montieu et docteur Hélène André, une échographiste, docteur Michel Guéneret, l'équipe de radiologie de la MFME avec docteur Clara Adenet, docteur Catherine Lombard et docteur Tiffaine Casson. Nous avons aussi la psychologue Madame Rachel Ferrer et notre secrétaire qui s'occupe des patients d'endométriose, Madame Jessica Biva. Donc, quelques dates. On a fait notre première chirurgie d'endométriose à la MFME le 14 décembre 2020. On a créé aussi notre RCP endométriose depuis maintenant bientôt un an. C'était le 1er juin 2021. On a fait réaliser notre première chirurgie d'endométriose au robot le 9 juin, après que je sois allée me former à Strasbourg. Et nous avons réalisé notre première collaboration avec la PMA de Guadeloupe le 9 novembre 2021. Donc notre RCP endométriose, c'est une réunion donc pluridisciplinaire qui se calque comme pour les RCP d'oncologie. En fait, on s'est réunis entre chirurgiens, gynécologues médicaux, radiologues et les gynécologues de la PMA afin de discuter de tous les nouveaux dossiers d'endométriose qu'on voit en consultation. On se réunit tous les mois, donc c'est tous les premiers mardis du mois. C'est en présentiel à la MFME, mais il y a une possibilité d'être à distance avec la visio par Teams. On peut envoyer un lien d'invitation par mail et comme ça, d'autres professionnels peuvent se connecter à cette RCP. Donc, comme je disais, on va discuter de tous les nouveaux dossiers et l'objectif est vraiment de proposer la meilleure prise en charge aux patientes. Donc, quelques chiffres depuis le début de notre activité en tant que centre expert. Il y a eu 105 patientes présentées en RCP endométriose depuis sa mise en place. On a opéré maintenant 34 patientes d'endométriose depuis décembre 2020. Alors malheureusement pour nous, c'est pas assez, mais avec le Covid, on a été très limité. On a été longtemps sans pouvoir opérer, ou alors il fallait prioriser les chirurgies cancérologiques, bien sûr. Et du coup, tout ce qui était fonctionnel était retardé. Donc pour l'instant, on n'a pas encore des chiffres comme on le souhaiterait, mais on espère que là, maintenant que les conditions sanitaires s'améliorent, on va pouvoir opérer un petit peu plus. De ces 34 patientes, on a eu 2 complications, mais très mineures. Il s'agissait d'une patiente qui avait une stomie, qui a fait un hyperdébit de la stomie parce qu'elle n'avait pas de ralentisseur. Et des fois, elle est arrivée en déshydratation, mais ça s'est très vite résolu. Et une autre complication liée à la malposition au bloc opératoire, qui était une compression nerveuse, indépendant aussi de la chirurgie, mais il faut le noter. Et depuis qu'on a collaboré avec la PMA de Guadeloupe, 8 patientes ont été orientées et sont en cours de prise en charge pour des FIV ou des hyperstimulations ovariennes. Cependant, on a toujours par semaine environ 2 consultations pour des douleurs pelviennes chez des patientes atteintes ou suspectes d'endométriose. Donc, ça veut dire que ce sont des patients qui ne sont pas encore équilibrés ou bien pris en charge et qui nécessitent aussi parfois, pour certaines, des hospitalisations pour instaurer un traitement à visée antalgique. Mais nous, vraiment, l'objectif, ça va être d'atteindre 0 consultation en urgence. Ça voudrait dire que le réseau ville MFME s'est bien mis en place et surtout que toutes les patientes endométriosiques de Martinique ont pu avoir des consultations et un traitement adapté à leurs symptômes.
Donc, pour atteindre cet objectif zéro, il va falloir faire des campagnes de communication, hein, comme ce soir, ou comme ce qu'on a fait il y a 15 jours avec déjà l'URML. On avait fait un webinaire pour la population. Sensibiliser la médecine scolaire. Hein. Là, on a pour projet d'aller dans les écoles pour rencontrer les médecins scolaires et permettre d'éviter l'errance diagnostique et surtout d'adapter pour les patientes et éviter l'absentéisme scolaire. De même que pour la médecine du travail. Hein. Pour beaucoup de patients, c'est difficile d'accorder leur pathologie et leur travail. Et pour ça, il faut qu'on sensibilise la médecine du travail pour améliorer le quotidien de ces femmes. Former les médecins comme pour ce soir, établir un réseau ville MFME et aussi un réseau médico-social, hein, parce que c'est vrai que cette maladie avec les patientes qui souffrent, il faut qu'elles puissent consulter sans avoir peur de devoir débourser de l'argent et pour ça, il faut qu'on sensibilise aussi les assistantes sociales et qu'on établisse ce réseau. Dans l'avenir, on souhaite réduire bien sûr les délais de diagnostic en Martinique. Ça, c'est partout. Hein. C'est le plan endométriose politique avec les centres experts régionaux. C'est permettre aux patients de consulter plus rapidement et d'avoir accès à des consultations d'expertise et pouvoir ensuite ainsi être diagnostiqués et être pris en charge. Dans l'avenir, on aimerait aussi avoir une plateforme RCP endométriose régionale. Tout comme pour la RCP oncologique. Hein. Pour l'instant, nous, on l'a fait avec nos propres moyens, mais l'idée, c'est d'avoir cette plateforme et une secrétaire dédiée à l'endométriose pour permettre une meilleure communication entre les patientes et notre centre. Articuler le réseau endométriose ville MFME pour ne pas que certains médecins soient isolés avec des patientes qui n'arrivent pas à traiter ou en tout cas à soulager. Pouvoir développer un centre de PMA sécos au CHU de Martinique, parce que pour l'instant, nous, on les envoie en Guadeloupe. Alors certes, il y a un centre de PMA aussi à la clinique Saint-Paul, mais nous, dans l'idée, on aimerait pouvoir qu'il y ait un centre aussi dans le public et éviter des frais pour les patientes. Pouvoir collaborer avec un centre de gestion de la douleur, permettre l'accès aux médecines parallèles, parce que tout ça, cet accès est onéreux et certaines patientes ne peuvent pas se le payer. Et on espère que des fonds seront débloqués pour permettre à ces patientes aussi d'avoir accès à ces médecines qui peuvent aider dans la prise en charge et la gestion de leur douleur. Pouvoir créer un poste d'une stomathérapeute au CHU, parce que les chirurgies d'endométriose sont des chirurgies à risque de résection digestive et du coup de stomie. Et il faut, pour que les patientes acceptent mieux ces stomies et puissent mieux les gérer, une stomathérapeute qui les encadre. Et enfin, pouvoir mettre en place des projets d'études sur l'endométriose. Ça, on le souhaiterait en Martinique. Hein, surtout, on sait peut-être qu'il y a des perturbateurs endocriniens, comme peut-être le chlordécone, qui peuvent intervenir dans la genèse de l'endométriose. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Vous êtes prêts? Allez-y. Je suis pas là. Non, on voit Aurélie, mais on voit pas moi. Mais non, ça c'est. Je ne vois pas. Je suis pas là. Bon, bah, même si vous ne me voyez pas, de nouveau le docteur Tinec. Donc, merci à tous nos intervenants pour la qualité de leur intervention. Je me répète un petit peu. Un grand merci. Et donc, maintenant, c'est le tour des questions. Donc, s'il y a des questions parmi vous, vous n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des mains qui se lèvent? Des questions, c'est parfait. En attendant, on va peut-être vous remettre, en attendant les questions, les mains ou le chat. Sandrine, s'il te plaît. Est-ce qu'on pourrait remettre la dernière diapo du docteur Chevalier avec les coordonnées de la plateforme et du numéro de téléphone? C'était celle-là. Parcours de soins.
Pas de questions? Est-ce qu'il nous entend? Oui. C'est l'éclairage. Alors, il y a une main levée, le docteur Lajan. Attendez. J'arrive. Docteur Lajan, vous avez une question? Je voulais savoir Vous nous entendez, docteur Lajan? Oui. Vous m'entendez? On ne vous entend pas. Ah bon? On m'entend. Pourtant, je parle. Hein? Allô? Oui. Oui, allez-y, on vous entend. D'accord. Bonsoir tout le monde. Ma question est la suivante. Je voulais savoir si on avait une idée des tranches d'âge des femmes qui sont concernées. Tu peux répéter ta question? J'aimerais savoir si on connaît les tranches d'âge des femmes qui sont concernées par la maladie. Il n'y a pas de tranche d'âge. Tout le monde est concerné par la maladie. Alors, les tranches, non, il n'y a pas de tranche d'âge. Franchement, il n'y a pas de tranche d'âge. C'est très fréquent chez nous, mais de tranches d'âge plus concernées que d'autres, bon, non. Bon, peut-être qu'il y a plus de cas après 25 ans, 30 ans par rapport aux adolescentes. Non, on peut pas dire ça puisque, comme je l'ai dit au début, c'est une maladie dont on ne connaît pas très bien les mécanismes, mais qui, de toute façon, tout le monde s'accorde à dire que, bon, elle est préexistante dès le départ, si tu veux, dans l'embryon, bon. Maintenant, que les manifestations sont souvent primaires, mais on peut avoir des manifestations secondaires ou augmentées à partir de la périménopause du fait de l'hyperoestrogénie relative. Mais la maladie, si tu veux, elle-même, elle existe dès le départ. Et elle est ubiquitaire, il n'y a pas de tranche d'âge plus que d'autres, si tu veux. Peut-être qu'il peut y avoir des manifestations, mais on ne peut pas dire que il y a plus de femmes de 50 ans, de 45 ans ou tout, parce que sinon, ça ne répondrait pas à la définition, si tu veux, de l'endométriose. Je ne sais pas si je suis claire. Par exemple, tu peux dire, le cancer du sein, c'est une tranche d'âge de tel âge à tel âge. Pourquoi? Parce que tu ne nais pas avec un cancer du sein. Si ce n'est pas une mutation génétique, tu ne nais pas avec. Donc, tu peux faire des tranches d'âge. L'endométriose, ce n'est pas du tout comme ça. On peut donner un pourcentage. Bon, le pourcentage, il est globalement d'une femme sur 10 en période, qui a ses règles, en période d'activité génissale. C'est 1/10 des femmes, ça c'est sûr. Mais la tranche d'âge qui a plus d'endométriose entre, je sais pas moi, 18 ans et 25 ans qu'entre 40 et 50 ans, c'est impossible à dire. Mais c'est ce que j'ai dit. On ne sait pas à quel moment la symptomatologie va se déclarer. J'ai dit qu'il n'y avait pas de dépistage. Il n'était absolument pas recommandé de faire un dépistage en population générale. C'est bien à cause de ça. Parce que tu as des endométrioses qui sont totalement, non seulement asymptomatiques, mais qui n'ont aucune conséquence délétère. Il n'y a pas d'infertilité, il n'y a pas de douleur pelvienne, mais elles ont de l'endométriose. Donc, ces femmes-là, elles ne vont jamais être diagnostiquées puisqu'elles n'ont pas de problème de santé. Donc, c'est impossible de faire des tranches d'âge. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Non, ça va. Merci.
Ludivine, tu peux ajouter quelque chose? Non, moi, c'est ça. Hein. C'est effectivement en fonction. Vas-y. Il y a des patientes, on va le découvrir de façon fortuite lors d'une chirurgie pour autre chose, qu'elles ont de l'endométriose sans qu'elles le sachent et sans que ce soit symptomatique. C'est bon, je peux les reprendre? Allez vous mettre là plutôt, excusez-moi. Alors, je m'amène là, tac, tu mets ça sur la tête. On va. Alors, Voilà. On passe la parole à Dr Zuiten pour voilà, qui demande s'il y a des plages spécifiques de consultation d'échographie endométriose pour mieux orienter les patientes pour les échographies de référence. bonsoir, docteur Vercruz. Donc, je sais que vous êtes gynéco, que vous faites vous-même des échographies. Et merci pour votre remarque. Non, je n'ai pas de place spécifique, mais les patientes qui ont de l'endométriose sont souvent prioritaires au cabinet, donc il n'y a aucun problème pour leur trouver une place. Et si vraiment vous avez besoin de rendez-vous, vous pouvez m'appeler sur mon portable, il n'y a aucun problème donc pour placer des patientes atteintes d'endométriose et qui ont besoin d'écho. Voilà. Est-ce qu'elle m'a entendu? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle m'a entendu? Je ne sais pas. Alors, docteur Lispan, allez-y pour la question du docteur. Bien. Alors, quelle est la question? Là, ici. Concernant l'alimentation, faut-il recommander aux patientes d'éviter de consommer des phytoestrogènes? Bon, a priori, oui, mais vous savez, il faut être honnête, ce n'est pas les 2 ou 3 litres par semaine de lait de soja que les femmes consomment qui vont leur aggraver leur endométriose. Là où je veux insister, bon, ça pourrait d'ailleurs faire l'objet d'un petit séminaire de 2-3 heures ou d'une matinée sur l'alimentation, parce que effectivement, le milieu acide, c'est-à-dire la consommation hyperprotéinée type consommation occidentale qu'on a actuellement, à mon sens, et ce n'est pas au mien seulement, est délétère concernant l'évolution de l'endométriose, qui est une maladie inflammatoire. Donc, tout ce qui est hyperprotéiné augmente l'inflammation par le biais de l'acidification générale du terrain. Donc, c'est clair que l'inverse, type régime entre guillemets crétois ou autre, favorise l'amélioration des symptômes, et on peut dire l'ancien régime qu'on avait ici aux Antilles, où on mangeait exceptionnellement de la viande et on mangeait beaucoup plus de poissons et beaucoup plus de légumes. Tout ceci était lié au pouvoir d'achat, mais n'empêche que les gens étaient en meilleure santé. Le problème actuel, c'est que la consommation est trop riche en protéines, trop riche en produits transformés. C'est délétère pour la santé et forcément délétère spécifiquement en matière d'endométriose, parce qu'on ne peut pas nier, hormis le chlordécone bien sûr, vous avez beaucoup d'autres perturbateurs endocriniens qui favorisent la pérennisation des lésions, même, et là je rejoins Dr Quiz quand il a dit qu'à la ménopause, ça pouvait, l'endométriose pouvait perdurer. J'ai dit non, oui, parce qu'on était dans un milieu public et je ne veux pas, si vous voulez, qu'une femme qui a passé toute sa vie en période d'activité génitale à avoir mal au ventre, arrivée à la ménopause, continue à avoir mal au ventre et qu'on passe à côté d'un cancer digestif, qu'on passe à côté d'un cancer ovarien. Pourquoi? Parce qu'on a décidé que, comme elle a toujours eu mal au ventre à cause de l'endométriose, elle a 60 ans, elle a mal au ventre, c'est l'endométriose. Et on se retrouve avec des diagnostics de cancer trop tardif, métastatique. C'est en cela que j'ai été assez catégorique. Mais les phytoestrogènes, si vous voulez, bon, franchement, boire du lait de soja tous les jours, c'est pas ça, c'est du pipi de chat. C'est pas ça qui va faire flamber une endométriose. Mais par contre, manger des produits transformés, là, non, c'est pas recommandé. Merci beaucoup, docteur. Dernière chose, juste une petite expérience personnelle. Moi, personnellement, hein, il y a des années, et avec un gynéco, un collègue du Lamentin, on faisait des régimes. Alors, bon,
alimentaire. Mais moi, personnellement, dans mon expérience, attention, je ne dis pas que l'endométriose guérit, pas du tout. C'est comme les cancers, il y a une rémission. En tout cas, il y a une rémission symptomatique sur la douleur, mais mettre en régime purement végétarien, c'est-à-dire vous laissez les œufs, ne serait-ce que 10 jours par mois à partir de l'ovulation. Chez beaucoup de femmes, moi je n'ai pas fait parce que je n'ai pas le temps, mais j'aimerais bien le faire, de statistiques, il y a une amélioration à moyen terme, voire à court terme, sur les douleurs, ne serait-ce que chez les adolescentes. Merci, docteur Dispagne. On va laisser la parole au docteur Frieser qui avait la main levée. On vous ouvre le micro. On a perdu le docteur. Docteur Frieser, activez votre micro. Oui, bonsoir. Je suis interne en médecine générale et en fait, je pense que vous avez répondu en partie à ma question parce que durant le dernier congrès là, de gynéco-obstétrique, ils ont parlé qu'il y avait quand même un phénotype qui était en faveur de développer une endométriose et du coup, c'était un peu tout l'inverse de la population martiniquaise. Ils parlaient plutôt des BMI faibles et d'avoir un phototype clair. Du coup, je me demandais comment vous expliquiez qu'il y ait beaucoup d'endométriose en Martinique alors que c'est pas vraiment la population typique. Mais ça, ce sont ça a été dit comme des facteurs de risque, mais maintenant, ça suffit pas à développer la maladie. C'est pas parce que on est blanche et avec un IMC à 18 qu'on va forcément avoir l'endométriose. Non. Et ben c'est pareil. Il y a des patientes qui vont être de phénotype, qui vont être noires et qui vont avoir un IMC supérieur à 35. Elles vont quand même développer l'endométriose. Ça suffit pas. Vu qu'on connaît pas encore toute la physiopathologie de l'endométriose, on n'arrive pas à l'expliquer. On ne saura pas encore dire quelles patientes sont plus sujettes à avoir l'endométriose que d'autres en fait. C'est comme les facteurs héréditaires. Il y a des patientes qui ont de l'endométriose de façon isolée, elles sont toutes seules dans leur famille à de l'avoir, et on a des familles où il y a des cousines, les mères et les tantes qui ont l'endométriose. Ça ne suffit pas à expliquer, ce sont des facteurs de risque, mais maintenant ça ne suffit pas. Ce n'est pas nécessaire au développement de la maladie. Ok. Et pour l'instant, on ne pense pas qu'il y ait plus d'endométriose en Martinique qu'en métropole, mais par contre, on s'aperçoit que ce sont quand même des endométrioses sévères, par contre. On n'a pas du tout de chiffres? Non, pour l'instant, il n'y a aucune étude de fait en Martinique ou aux Antilles sur l'endométriose, donc on n'a pas du tout de chiffres. D'accord. Merci. Est-ce que vous pouvez rappeler, docteur Rieder nous redemandait les facteurs de risque et les causes? Est-ce qu'il y en a des bien avérés en facteurs de risque, facteurs de risque oui, ça va être les règles précoces, la ménopause tardive, donc l'exposition à nos propres œstrogènes de façon prolongée, l'absence de grossesse, il y a le facteur héréditaire, il y a effectivement le fait d'avoir un IMC bas, mais contrario, l'exposition, une alimentation riche en graisse, c'est un facteur de risque. Effectivement, l'ethnie, on trouve qu'il y avait plus, il y en a moins dans les populations noires. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y a beaucoup de facteurs de risque, oui, mais pas trop. Mais la cause en elle-même, docteur Rieder demandait là la cause. Non, on n'en a pas. Non. Il y a plusieurs théories pour expliquer la physiopathe, avec la théorie du reflux des règles par les trompes, mais ça ne suffit pas à expliquer l'endométriose, par exemple, thoracique ou cérébrale. Il y a d'autres théories avec les cellules souches, les cellules embryonnaires, et à ces théories aussi, on va avoir plusieurs mécanismes facteurs, les facteurs inflammatoires, génétiques, ou plein d'autres encore immunitaires qui peuvent intervenir dans la formation de l'endométriose. Mais pour l'instant, on ne sait rien sur la physiopathologie, ce sont que des théories. Donc tant que ce sont que des théories, c'est pareil, les facteurs de risque, finalement, c'est pour l'instant pas fondé. Merci, docteur Chevalier. Voilà. Bon, si nous n'avons plus de questions, je ne vois plus de main levée. Si nous n'avons plus de questions, nous allons peut-être clôturer cette séance.
Je remercie bien évidemment nos intervenants, parce que vous avez pu remarquer qu'ils ont répondu vraiment à de nombreuses questions, qu'il y a plein de choses en Martinique qui peuvent être faites pour nos patientes. Donc, merci également à vous, avec l'interruption, nos problèmes de courant. Vous avez été bien patient et compréhensif. Un grand merci et j'espère que cette soirée, en tous les cas, vous a apporté au moins des réponses et savoir qu'il y a quand même des choses à faire pour l'endométriose en Martinique. Donc, si personne n'a rien… Sandrine dit qu'il n'y a pas de psychose. Oh. Et surtout pas de psychose, hein, Dixit, docteur Dixit. Voilà, merci à tous, à bientôt et bonne soirée à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Combien de connexions? Bah dis donc, on est fort, hein. On est des Ukrainiens. On est des Ukrainiens. On se calme.